on représente ce soir le regroupement de BRAC, Ballon radioamateur du Québec, pour ne rien vous cacher. C'est une présentation qui est tout récente. Là. On a monté l'année dernière, l'automne dernier. On a fait plusieurs clubs dans la région. Alors, BRAC, la deuxième diapo. D'après vous, depuis combien de temps les radioamateurs s'amusent avec des ballons à l'hélium dans l'histoire? On a un problème, on a la réponse ici, mais probablement déjà dans le QSP, il y avait déjà un reportage avec les ballons à l'hélium dans ces années-là. Ça, on est en pleine guerre. C'est de quelle année, là? 43. 43? C'est peut-être les premières années, peut-être qu'il y avait encore un petit peu de début de... Alors, c'est pas d'hier, c'est avant hier. Ceux qui sont au courant de certains phénomènes, l'année passée, en juillet 2014, il y a un Anglais, Mike Oscar X-Ray Echo Romeo, Léo Bonheur, qui a lancé un ballon qui était à peine gonflé, mais la charge était de 110 grammes. Donc, lui, il avait calculé le volume d'hélium dans son ballon avec la charge et il était surpris de faire, je ne sais pas combien de fois, le tour de la Terre. À un moment donné, ça a passé au Québec souvent. C'était répété sur nos DigiPeter. Le gars, il a été vraiment surpris. Il a fait au moins 6 fois. Ouais. Confirmé. Il y a plusieurs éditions. Ça, c'est une des éditions. C'était pas son premier vol, là. Mais quand que tu calcules ta charge avec ton volume, là, tu peux avoir un équilibre, là, puis regarde, ça s'en va, puis c'est très surprenant. UMS a participé au lancement au ballon radioamateur en haute altitude dès 1993. Normand VAX nous a aidé beaucoup dans la fabrication de petits modules. On a un ici, là, ça c'est le petit transmetteur qui était dans ce vol-là, justement. Ça, c'était Hawkesbury, on a un qui était là avec Hawkesbury même. Bob, il était là. Alors, probablement qu'il reprenait la place. Si je ne me trompe pas, en rouge, c'est Léo Burnham. Puis en blanc, c'est justement Normand qui est là. Normand, il en blanc. Normand, il sa photo, quelque part. Oui, l'entrée, il y a un blanc. En milieu, là, c'est bon, ça. On l'a mis flou pour ne pas le voir. Alors, pour cet événement-là, Jerry animait le réseau, puisqu'il y avait une répétitrice à bord. Alors, Jerry a fait je ne sais pas combien de QSO pour cet événement-là. Là. Ça, c'est les 4 qui étaient envoyés. Pour ceux qui avaient fait le contact. Il y avait numéro 4, numéro 6. Au-dessus de 300. Au-dessus de 300 QSO. Oui. Celui-là, si je ne me trompe pas, c'est celui qui s'est ramassé à Bathurst? Je ne sais plus. Je pense que oui. Il y a eu plusieurs événements. Il y a moi et quelques-uns, je pense que ça, j'étais là aussi. On est allé ramasser un ballon de l'autre côté des lignes, mais beaucoup plus près, là, mais il était parti de l'autre direction. On avait fait un tour de tracteur. C'était une belle expérience. On passait les lignes américaines dans ce temps-là assez facilement. Et puis, je me souviens, moi, on était avec les frères jumeaux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les GX, les deux frères jumeaux. Et à la guérite, pour les États-Unis, on jasait avec le gardien et on voyait le ballon. Regardez, ça qu'on s'en va chercher. On le voyait à l'œil. Il commençait à descendre déjà. Le gardien. Alors, on a passé assez vite. Et la prochaine. Michel Graveline, V2, WMG a fondé BRAC en 2006. Donc, ça fait bel et bien 10 ans. La 10e année que le consortium BRAC existe. Ça, c'est un bricoleur, là, comme j'expliquais tantôt à ceux qui ont visité un petit peu la table. C'est lui qui dessine ses plaquettes. C'est un gars qui est très fort dans les microcontrôleurs, les PIC.
Alors, il peut te dessiner un contrôleur là, avec toutes les entrées-sorties qu'il veut. C'est un gars qui a... C'est une balle. Pour moi, là, c'est... Alors, le BRAC a bien sûr des buts, c'est l'expérimentation de vol à haute altitude. On va même atteindre les 31 000 mètres, 100 000 pieds. Un autre but que BRAC a, c'est la technique d'ascension. Parce que comme vous aviez la deuxième diapo, le fameux balancement, le volume d'hélium que dans le ballon, avec la charge, il y a un balancement à faire. Si vous avez un gros ballon, vous n'avez presque pas de charge, on va monter. Alors, il y a quand même, il faut étudier la technique pour qu'il monte à un certain rythme. Et bien sûr que l'emplage, à un moment donné, est prévu. On va voir plus loin le contrôle. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des GPS, on peut le suivre sur les maps. Actuellement, ça va très, très, très bien. Et bien sûr, moi, Serge, j'ai eu quelques-uns d'ici, on fait partie de l'équipe de poursuite au sol. Fait que, dans le ballon, des fois, il y a peut-être 100, 200 $ de matériel. Juste un GPS, ça peut valoir, il y en a différents, mais les moins chers, c'est à peu près une trentaine de dollars, mais ça peut aller jusqu'à 100 $ par GPS facilement. Et les GPS, à un moment donné, Michel, qu'on a vu tantôt, là, il s'est aperçu que certains GPS, à telle altitude, il y avait beaucoup de problèmes avec. Alors, lui, il sait lesquels, il en essaye d'autres. Il y en a qui sont plus performants à haute altitude. Alors, mais moi, je travaille, je n'ai pas le temps de faire ça, mais lui, il ne travaille pas, alors il y a tout ça. Alors, BRAC a d'autres buts aussi. C'est la technique de prise de photos et de tournage vidéo en vol. On va voir ça dans la présentation tantôt. La technique exceptionnelle de couverture d'une répétitrice. Parler avec un petit portable à 1 watt à partir de Jonquière jusqu'à les lignes américaines, c'est possible avec un ballon de main. L'autre bord des lignes américaines à l'aéroport de Plattsburgh, portatif. On a même une police d'épreuve. Un autre but que BRAC a ici est d'exploiter d'autres modes d'émission, comme le Wi-Fi et le mode numérique. Je pense qu'il y en a ici, le club a été, il y a eu une présentation de Hamnet. Nous, on connaît moins, là, mais je pense que ça serait peut-être un mode à essayer là-dessus. Bon, les composantes d'un ballon, c'est compliqué. Vous avez un ballon, vous avez un parachute et vous avez une charge. Il y a un petit X, prenez-le en note, on va en parler un petit peu plus tard. C'est juste un ballon. Donc, l'équipement à bord, c'est un ballon de 800 grammes habituellement qu'on utilise, mais ça peut aller de 400 grammes jusqu'à 1500 grammes. C'est selon toujours la charge qu'on veut avoir. Si on veut lever une brique, on prévoit le ballon en conséquence. Les ballons, normalement, sont en latex et sont soufflés, sont gonflés en l'hélium ou à l'hydrogène. C'est dangereux. On a quelques expériences en hydrogène parce que le problème de l'hélium, c'est de plus en plus dispendieux. Alors, on a fait quelques envols avec l'hydrogène. Ça prend la pine de grande. C'est la seule petite flamèche, là. J'ai même perdu des cheveux avec. Ah, c'est sûr. D'autres types de ballons, c'est les ballons solaires qui sont gonflés à l'air chauffé. On va les voir plus tard. Toujours dans l'équipement à bord, ça c'est la boîte principale qui est composante de radiotélémétrie principale, la PRS. Il y en a habituellement tout le temps un deuxième en parallèle. S'il y en a un qui tombe en panne, mais au moins il nous en reste un. Alors, il y a aussi la radiotélémétrie secondaire. Il y a les contrôleurs, les petits récepteurs GPS, et ça marche avec des piles, c'est sûr et certain. Et il y a des capteurs de température. Et il y a, si on décide de mettre une répétitrice à bord, c'est sûr et certain que ça prend le petit radio double bande. Tu reçois en
UHF et tu transmets en V. On va tout voir ça un petit peu plus tard aussi. L'équipement à bord peut aussi comporter des caméras. Ça, c'est un des derniers modèles qu'on a vu. Il y a deux lentilles d'utiliser, il l'appelle la K9. Les lentilles sont dirigeables où ce que vous voulez. Michel, il a eu la bonne idée, puisque la caméra est verticale, est à plat plutôt. Donc, il y a une lentille qui monitore le ballon et l'autre vers le sol. Donc, on a vraiment l'interaction, on peut même voir le ballon à un moment donné à telle altitude, là, il va crever. Alors, c'est bien intéressant de voir les deux façades de l'expérience. Il y a des caméras aussi de haute résolution, comme les Hero 3. On peut prendre soit des images ou même tourner des vidéos en vol. Ça, c'est une photo prise en vol, donc ça vous donne quand même l'aspect de tous les cours d'eau, les lacs. Là, on est vraiment au-dessus des nuages à ce moment-là. Ça, c'est une autre photo. On voit les cours d'eau très propres, même en haute résolution. Là, ça, il y en a qui vont dire que ça ressemble à la courbure de la Terre, mais peut-être pas. Des fois, c'est la caméra, la lentille qui va déformer légèrement la photo. Mais c'est pas prouvé, là, mais c'est mon idée à moi. Donc, toujours dans l'équipement à bord, ce qui est très important, c'est la charge, le calcul de la charge selon le ballon qu'on va employer pour le vol. Donc, la charge est un élément très important sur la montée, la vitesse et la descente de la charge. Ceux qui s'appelle le schéma du ballon, là, il y a un petit parachute. Alors, on veut quand même que la boîte soit récupérable et pas tout en pièces. Alors, tout est calculé. Le reste, c'est le courant jet qui s'occupe. Et puis ça nous donne souvent du fil à retordre parce que des fois, ça nous joue des tours. La direction n'est plus la même. Rendu en haut, là, il manque pas à peu près. Toujours dans l'équipement à bord, ici, on a la vue d'intérieur du contrôleur. On parle de la pile ici. Le PCB, comme je mentionnais tantôt, c'est souvent des microcontrôleurs PIC, la série microchip. Il y a le petit GPS qui est ici. On a fait circuler peut-être. On peut peut-être la faire circuler. Ça, c'est un des derniers modules qu'on a fait développer. Mais c'est vraiment une compagnie, c'est pas Michel qui l'a fait, c'est une compagnie professionnelle. Et le travail est vraiment professionnel. Il y a 2 épaisseurs. Il y a 2 épaisseurs. Vous allez voir là, le petit bloc carré, là, c'est. Je vais faire le tour. Le petit bloc carré, là, c'est le GPS. Donc, c'est à peu près un petit peu plus que. Peut-être 3/4 de pouce, sur 3/4 de pouce. C'est vraiment petit, le GPS. Il y a bien sûr les petits radios qui sont là-dessus aussi. C'est une nouvelle génération. Les petits radios montage en surface. C'est pas gros, puis ça travaille quand même assez bien. Les petits capteurs de température, on le voit ici, c'est souvent des petits 3 pins, ceux qui connaissent un petit peu ça, c'est des B18, B20, je pense. Je ne sais pas. Alors, oui, il y a aussi, bien sûr, l'antenne qui complète, on voit le corps ici. Avec l'antenne, c'est souvent soit des antennes inversées ou il y a un autre type aussi qui existe. C'est fait avec du piano wire. Très très flexible et ça revient tout le temps à la position de l'objet. D'autres équipements à bord, on va. Ici, ce qu'on n'a pas parlé de l'équipement de la photo d'avant, c'est le petit carreau ici, là, ça c'est les fusibles. Alors, on a des conditions de l'arrière de la charge à l'aide de fuseurs. C'est souvent, il y a 2 ou 3 fusibles en série. Les fusibles, si on a le temps tantôt, là, on a un ici qu'on peut actionner. C'est simplement une résistance, tout aussi simple que ça. Le fil qui soutient le ballon à la charge passe collé sur la résistance. Et quand on décide dans des conditions,
soit qu'on sort de la zone, comme j'expliquais tantôt, on ne veut pas s'en aller aux États-Unis. On a un terrain de jeu déjà prédéfini. Le courant geste, s'il nous débalance tout ça, on peut le perdre là, facilement. Alors, on peut décider à un moment donné, on envoie le courant, ça coupe la corde, la charge descend sur le parachute à ce moment-là. On vient d'amorcer l'amorçage. Ça ressemble pas mal. Alors, il y a 3 conditions. Bien sûr, si on sort de la zone de poursuite prédéfinie, si la vitesse est plus grande que 100 km/h trop longtemps, ça c'est le GPS, pas le courant jet, je veux dire, qui vient de fausser les données. Ou si le GPS ne reçoit plus les données. Si le ballon, on l'a perdu, on ne sait plus ce qu'il est, il n'apparaît plus sur APRS, il s'en va où là, on ne sait pas. Alors c'est très dangereux de tout perdre. On peut amorcer une fusible et à un moment donné, on va recapter l'APRS. C'est ce qu'on espère, bien sûr, pour récupérer le. Ça, c'est, en gros, ça ressemble à ça, un fuseur. Alors, la petite corde, comme je vous disais, elle ralentit, elle passe collée sur la résistance. Et quand on décide d'amorcer le fuseur, mais la résistance, elle chauffe d'elle-même. Ça dure 4-5 secondes seulement. C'est très, très, très chaud. On commence d'ailleurs à voir le petit boucan. On va le voir la vidéo tantôt. Là. Et ça coupe la corde correctement. Et là, ça descend sur le parachute à ce moment-là. Ce que vous avez en main, là, ça ressemble à ça. Ça, c'est la nouvelle technologie des petits radios en montage en surface. Ça, c'est le GPS. Le petit microcontrôleur de la série PIC est là. Il y a ça, c'est un décodeur DTMF parce qu'on peut envoyer des tonalités pour actionner un fuseur manuellement ou d'autres. Alors, ça, c'est bien sûr, c'est des switches pour actionner les fuseurs. Il y a une série de tours possibles. Alors, ça, c'est, comme vous l'avez dans les mains, c'est 8 par 6 cm. C'est vraiment pas gros. On parlait au début de ballon à l'hélium ou à l'azote. Pas l'azote, l'hydrogène, merci. Le troisième type de ballon, c'est pompé à l'air chaud. C'est des gros ballons, Il est noir pour, justement, les premiers ballons que Michel faisait, c'était avec une toile transparente. Il fallait qu'il mette du toner imprimante à l'intérieur pour coller le noir, pour que le soleil ait un effet de chauffage, tout simplement. Maintenant, les pellicules noires sont déjà sont disponibles demain, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, aussitôt qu'il y a un petit peu d'air dedans, c'est sûr qu'il y a des conditions à respecter. Tu ne peux pas envoyer un ballon de même au mois de juillet, c'est impossible. Parce que la différence de température n'est pas assez grande. Si au sol, il fait 6-7 degrés, on commence à mettre un petit peu d'air à l'intérieur. Le soleil, c'est sûr que ça prend du soleil, va réchauffer l'intérieur et vous allez vous trouver peut-être à 20 degrés facilement à l'intérieur. Et c'est là que le ballon va prendre son heure. Donc au mois de juillet, c'est impossible parce que la température extérieure et intérieure va être la même. C'est possible. Alors, il faut qu'il y ait vraiment une différence au moins de 10 degrés à l'extérieur et à l'intérieur du ballon. C'est sûr que c'est le soleil qui fait toute la différence. Alors, oui, justement, ici, ça prend au moins 15 degrés. Donc, c'est tout le printemps, le quart l'automne qu'on peut se servir de ces ballons. Et bien sûr, ça coûte pratiquement rien à comparer à un ballon au latex et à l'hélium qui va dedans. Ça, c'est de l'air chaud. Donc, c'est une grosse différence de prix dans ces vols-là. Jusqu'à date, est-ce qu'il y a des questions? Non?
Là-dessus qui ont les yeux fermés, non. Alors, ça, c'est un graphique très, très intéressant. Excuse-moi, peut-être, les sacs noirs, comme on Oui. dit, c'est fabrication maison. Oui, c'est assemblage maison. C'est des sacs en polythène pour les fermiers. Les fermiers se servent de ça. Ça se met en boulot. Pour les cheveux de Louis. Non. Je pense que c'est pour étendre pour sur Ouais, les terrains. Là, On est assez bon qu'on soude des sacs de plastique. ouais, on peut faire la fusion de deux sacs ensemble. C'est très très simple. Ça paraît compliqué, là. C'est extrêmement simple. Avec juste un heat gun. Mais il faut avoir des outils pour. Il y a moyen de juste chauffer à peu près 3 huitièmes de pouce de lanière. Et puis on va tout ça fusionner. C'est solide. C'est impressionnant. Alors, ici, on a un graphique d'altitude. On est bien sûr au sol. Alors, dans le cas exemple, comme il fait à peu près 6-7 degrés au sol, quand on monte, là, ça refroidit, mais ça refroidit. Alors, nous, on se rend à peu près jusqu'ici, au gros maximum. On parlait de 31 000 mètres, qui est à peu près ici. Là, il fait à peu près moins 60 degrés. Et il fait frais. Alors, tous les équipements ne pourraient pas t'offrir une journée. Il peut t'offrir 2 heures, gros maximum. Les piles risquent de geler. Pour des expériences qu'on fait, on a très rarement de problème avec, mais on ne pourra pas faire 2 jours avec ça, à cette altitude-là. D'ailleurs, ceux qui faisaient partie des premiers en vol, là, les piles avaient été testées dans un laboratoire avec un frigidaire spécial là, qui descendait des moins 40. Et ils ont étudié vraiment combien de temps que la pile va nous donner de l'énergie à cette température. Alors, c'était très, très poussé. Les prédictions selon la météo. Ça, c'est assez important à savoir si on fait une envolée la journée même. Il y a bien sûr l'étude du courant jet. Si les courants jets sont beaucoup, beaucoup trop importants, on oublie ça parce que notre ballon, on va perdre le contrôle de notre corps. Alors, on interdit souvent les vols. Alors, il y a des sites, ça c'est probablement Météo Canada ou quelque chose du genre, avec toutes les courbes à haute altitude. Ça va nous aider à savoir si la fin de semaine serait propice pour faire un envolé. Une autre belle chose, c'est un logiciel de prédiction de trajet. Je cherche le mot. Alors, il y a un logiciel qui existe. Vous rentrez vos données du point de départ, la journée même. Lui, il va s'occuper justement des courants jets. Le logiciel fait tout ça. Alors, il va pouvoir vous donner un envol. C'est sûr et certain que la grosseur du ballon, la charge du ballon, toutes les données sont rentrées ici. Donc, le logiciel, il y a juste des calculs à faire et la prédiction que la ligne qu'on voit ici, là, c'est très, très, très surprenant. C'est fiable. Souvent, quand on est rentré le soir même, on a tout pris les coordonnées réelles qui ont été enregistrées et on est vraiment pas loin de ça. C'est très, très, très surprenant. Alors, c'est un logiciel qui aide beaucoup à savoir, bien sûr, est-ce qu'on va faire un envol cette journée-là. Et quand on part ça aide souvent aussi à décider du point de départ. On a plusieurs points de départ possibles. Donc, avec le logiciel, on va pouvoir au moins décider quel point de départ on va prendre. Et souvent, suite après que le ballon est sorti, est parti, je veux dire, on s'en va dans ce point-là, puis on attend. Braque, on parlait tantôt de ballons solaires qu'on fait des fusions avec. La toile vient déjà toute dans un rouleau même. On déroule. On a la technique qu'on voit ici. C'est juste 2 planches qu'on colle ensemble pour ne pas abîmer la toile.
juste fusionner le joint, comme je vous parlais, c'est à peu près à 3,8, une demi de pouce. Et ça fusionne, là, quand on a la technique, là, les premiers sont peut-être pas bons, mais les derniers sont vraiment bons et sont solides. Alors ça, c'est un atelier qu'on fait souvent, presque à chaque année. On prépare des ballons solaires, pour soit l'année ou les 2 années qui suivent. D'autres ateliers aussi, justement, Martin a emmené son tracker. Ça, c'est tu veux en parler? Oui, ça, c'est un petit tracker avec un afficheur liquide, un cristaux liquide, je veux dire. Et on voit il y a un GPS, bien sûr, donc ça prend la position exacte où ce que le tracker est situé. Et on peut voir les stations qui se présentent sur APRS. Ça nous dit exactement, il est à l'ouest, il est au sud, au nord. Et ça nous calcule approximativement la distance. Donc, juste avec ça, on est capable de savoir que V2, ABC, APRS est de ce côté-là. Donc, si on pointe, bien sûr, le ballon, on suit juste si on se concentre juste sur le ballon, bien sûr, on peut savoir si le ballon est à telle distance, on s'approche facilement. Sinon, on a des laptops avec APS dessus. Ça facilite aussi. Mais ça, pour les techniques d'approche, c'est quand même un bel outil. Alors, on pourrait même le voir tantôt si on a du temps avec. Les statistiques, peut-être qu'on se demande, on lance 4 ballons, on en récupère combien? Alors, depuis 2006, ceux qui se souviennent, BRAC a été fondé en 2006. Il y a peut-être des dernières données qui n'ont pas été mises. L'année passée, c'est plus que 4 vols qu'il y a eu. Mais on a à peu près 65 vols de fait et on a perdu 4 seulement. C'est une très, très bonne moyenne. Et c'est sûr qu'à un moment donné, quand on le perd, comme je disais tantôt, c'est probablement le courant jet qui nous a joué des trous. Peut-être une pièce d'équipement, le GPS, il ne peut rien savoir. Tout peut arriver, mais 6 de perte, c'est très, très bon comme expérience. Mettez-vous dedans des coordonnées si quelqu'un le retrouve. Oui. Sur les boîtes, j'ai l'affiche avec, je ne l'ai pas ici, mais il y a le sticker avec l'adresse de retour si jamais ça tombe dans ta cour, là, tu regardes ça. Tu peux y envoyer, puis probablement Michel va contribuer pour les frais postaux, là, si jamais. Peut-être si on trouve pendant qu'on fait du cash. Oui, exactement. Alors, tantôt, on a parlé de répétitrices sur certains vols. Donc, ça, c'est les fréquences qu'on utilise. 445.525, c'est l'entrée du ballon, avec une tonalité de 103.5. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà réussi à faire des contacts sur le break? On a quand même 3, 4, 5, 6. Alors, c'est quand même assez facile. On attend notre tour. Souvent, c'est Jerry ou quelqu'un, un animateur qui prend les coordonnées, et puis vous avez une petite carte QSL qui confirme que vous avez fait un contact. Donc, l'entrée du ballon, votre transmetteur doit être à 446.525 avec une tonalité de 103.5 et le retour du ballon est sur le 2 mètres, donc à 145.560. Alors, sur le site web aussi, tous les envols, il y a toutes les précisions à savoir s'il y a une répétitrice cette fois-là. On vous rappelle les fréquences de la répétitrice si jamais vous voulez tenter l'expérience. Comme je disais tantôt, souvent, Jerry, VA2, AW, est souvent animateur du réseau, même aujourd'hui. Et c'est Jerry qui a signé les cartes QSL en 1993 dans les premiers envolés. Imaginez-vous, Jerry, il est là depuis un bon bout de temps, puis très, 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 très belle question. Oui. Je sais probablement qu'il doit encore avoir les bases de données de 95. Mais je ne sais pas s'il va y avoir des cartons l'Inde. Mais ça
Ça me surprend que. Alors, une belle petite photo de fin, c'est bien sûr le site de VRAC, qui héberge. On a une belle petite équipe qui fait partie de VRAC. Il y a des changements, il y en a qui partent, il y en a des nouveaux qui arrivent. C'est bien, bien, bien fond. On a à peu près le même nombre, grosso modo, qu'au début. Alors, ça termine la présentation de diapo. On a quelques vidéos qu'on va vous présenter. Oui. Question. Est-ce que ça prend des permis pour faire les lancements de ballons? Ça, c'est une question qui nous a été posée souvent. Si on, à l'élévation qu'on a, à l'altitude qu'on a, on n'a pas besoin de permis. Si on irait plus haut, si on irait dans les corridors de Dorval, dans les corridors aériens, là, on attirait le trouble. Je pense qu'on n'aurait même pas le droit de le faire. Mais nous autres, au grosseur, c'est le volume du ballon qui va décider si on excède et ça nous prend un permis. Alors, je pense, Serge, c'est quoi le maximum de la grosseur des ballons? C'est le volume de cubage, 115 pieds cubes. C'est 115 pieds cubes. Si on dépasse ça, là, ça nous prend, on est hors norme puisqu'on n'a pas le permis. En haut de 115 pieds cubes, c'est impossible pour des personnes comme nous autres de penser seulement à envoyer un ballon. Ici, si vous vous souvenez, tantôt, on a parlé d'une caméra chronètre avec deux lentilles. Donc, on voit ici la première lentille qui est dirigée vers le haut, la deuxième qui est dirigée vers le bas. On voit la charge, on voit le ballon. Il y a un autre, ça c'est probablement une autre caméra. Et la charge, le contrôleur, tout est là. Alors, on va voir le ballon éclater. Alors là, ça s'emmêle souvent, le parachute, parce qu'il y a une rareté de l'air à ce moment-là. Donc, le parachute, il ne rouvre pas tout de suite. Il va rouvrir un petit peu plus bas souvent. Mais des fois qu'on arrive en bas, c'est tout entremêlé, le parachute a plus ou moins évolué. La deuxième vidéo, c'est le fuseur qu'on voyait tantôt. On commence à voir le petit boucan. C'est pas grave. Ça, c'est les nouvelles résistances. On les a mis en surface mort, montage en surface. C'est le même principe. La corde va passer à l'intérieur. Au lieu d'être des résistances avec des fils, c'est la nouvelle technologie que Michel utilise. On voit même que la soudure, là, elle se développe. Dans l'histoire de VRAC, souvent on a été interprété ou approché par des émissions de télé. Ça, c'est une émission qui a passé à Radio-Canada. Ça s'appelle Les pieds dans la marge. C'est des Ontariens, d'ailleurs, qui sont venus faire des émissions ici aux États-Unis. Et dans les animateurs, il y en avait même un qui était radioamateur. Et eux autres se sont dit, une poutine, c'est quoi le maximum d'élévation qu'une poutine a déjà eu dans son histoire? Eux autres, ils voulaient écrire l'histoire. Alors, on sait pas, mais on a la preuve ici qu'une poutine a été à 14 km de haut en élévation. Les seuls qui peuvent battre ça, c'est qu'ils mangent une poutine dans un transporteur aérien, peut-être. Mais encore là, l'histoire ne le dit pas. Mais ça, c'est une expérience. Et la poutine, on l'a retrouvée, la charge, une fois au sol. Et la poutine était froide, bien sûr. La poutine était intacte, alors les animateurs ont vraiment réussi là, leur coup. Alors, c'est juste un petit extrait. Ceux qui, si jamais il y en a qui s'abonnent, on va avec la vidéo qu'on fait. C'est un autre exemple de gonflage de ballon.
comme celui qu'on a ici. 50 000 pieds, il y a combien gros? Il y a à peu près, je pense que c'est une fois et demie la grosseur, mais la paroi du ballon est tellement mince, on l'a vu tantôt, là, à un moment donné, ça crève et puis c'est là que... Personne qui était là. Ça, c'est certain qu'on y a plus. Yes. On voit le parachute ici, là. La charge, le ballon est beaucoup plus haut. Donc souvent, on a 2 boîtes, 3 boîtes selon le nombre d'équipements. Ici, peut-être qu'il n'y a pas de répétitrice, mais si on a une répétitrice dans nos boîtes de plus, alors la chaîne là, est quand même très très longue. Petite balise ici qui est bien, bien importante. Ça coûte absolument rien, ces balises-là. C'est un FRS, un radio FRS qu'on peut trouver pour une quinzaine de dollars. Pourquoi un FRS? Parce que si on ne le trouve pas, on a perdu 15 $. C'est quand même pas pire. Mais il est contrôlé sur un canal 1 avec il y a un petit contrôleur qui envoie une tonalité pour être facilement repérable. Oui. Oui, je me rappelle. Une fois. Une fausse manœuvre au sol, puis le ballon est parti sans rien apporter. Ici, on parlait tantôt de répétitrice. On voit Jerry en pleine action sur un ballon qu'on a envoyé en le 3 jours. OK, parfait. Le QSO numéro 6, Pascal, je te souhaite une super belle journée. T'es en congé aujourd'hui? Oui, on est en congé et tout va bien, tout est dans notre direction pour le vétéran. Il est dans l'opération chez moi en fait. OK, quelle version, incidemment? Je vais rester le contrôleur de travailler, mais le 4 325 Alors, je vais poursuivre le réseau avec un appel général. C'est le réseau numéro 6. QRZ Ballon, ici, VE2AW. Bien entendu, alors j'appelle aux stations qui sont à l'écoute que l'entrée pour atteindre le ballon, c'est 445-525 avec une tonalité de 103.5 Hz et la sortie du ballon, si vous m'entendez bien sûr, de 145-560. Alors, QRZ Ballon, ceci est le résultat des projets de BRAC BRAQ, c'est sur Internet. La QRZ Ballon, V2W. DSK, ça dit quelque chose. Prénom, s'il vous plaît, QTH. OK, Réal, très beau signal, 5-9 dans le ballon, bien sûr, Réal. QSO numéro 7, je te souhaite une bonne journée, bon dimanche, Réal. VA2, HLS, bonjour Serge, comment vas-tu? OK, quel est le QTH? Es-tu avec Master encore? OK, Montréal, Pointe-aux-Trembles. C'est parfait, bon fielding. Et puis à la prochaine, merci du contact, QSO numéro 8. QSO Ballon, et là, Whisky. Le 2, c'est SN, ça c'est le mise pas mal. Bonjour.
Vas-y, Jean. VA2, c'est SN. VA2, c'est là. Charlie, c'est là en novembre. Vas-y. Ouais, ça coupe. Où es-tu, Jean? OK, Drummondville, 5-9, quand ça passe bien, ça passe très bien. Alors, 113, et puis bonne journée, Jean. QSO numéro 9, à toi. Maintenant, QRZ ballon, Vector Echo 2, Alpha Whiskey. VA2, Julien Mike, ça c'est Jean. Où es-tu, Jean? Peut-être dans la cave, j'entrais. Dans l'histoire de BRAC aussi, on parlait tantôt d'une édition de Radio-Canada qui nous ont approché pour deux éditions même. On a souvent aussi des écoles qui nous approchent, pas de nous, là, mais BRAC. Alors ça, c'est l'UQAM, je pense, ou le Concordia, je pense. Concordia, ouais, C'est Concordia. plus souvent, nous autres. Alors Concordia sont venus avec leur petite boîte à eux autres, le bébel, et ont demandé à faire partie du volet. Donc c'est une autre approche qu'on a eue. Pour avoir des écoles, on a eu d'autres écoles aussi un petit peu plus tard. Alors c'est BRAC commence à être connu pas mal pour ces activités. Ça monte environ 1000 pieds mesure. Par contre, quand il tombe, à partir de 100 000 pieds, il tombe à peu près à 20-30 000 pieds minute. Jusqu'à 50 000 pieds, après ça... On va voir aussi en action une des caméras à bord. Donc ça, c'est la caméra qui est à bord. On fait partie du voyage à ce moment-là. Comme je disais, ça ne peut pas être la courbure de la Terre. La distorsion. Vous voyez le contraire ici. Qu'est-ce qui nous donne une chance aussi, nous autres? C'est que l'OPRS, c'est inventé par un Américain qui s'appelle Bob Berninga. Lui, il a fait un code, mais vu que ce n'était pas un programmeur, il a inventé un code. Puis nous autres, on a Ronald V2SX qui était capable de comprendre sa logique puis de décoder l'OPRS. Fait qu'en décodant l'OPRS de Bob Berninga, Jacques V2ESM a été capable de la programmer et de l'encoder. Fait que Michel prend les décodages et l'encodage, puis envoie qu'est-ce qu'il veut les messages. Avec Martin, il y a 2 ans, on était à Dayton, on était voir un lancement côté américain. Eux autres achètent tous les modules, ils mettent ça ensemble au monde. Tandis que nous autres, c'est tout fait à la main. Michel, c'est un artiste, vraiment, vraiment, là, c'est quelque chose, Michel. Ça, c'est le dernier ballon qu'on a lancé l'an dernier. Comme on disait, on avait vaincu 4, c'est le 10e. Il est parti de Varennes, puis il était à Lac Brompton. Quand on est arrivé là-bas, c'était comique, à Montréal, il n'y avait pas de neige, puis là-bas, il faisait du ski dans la montagne. Fait que c'est spécial. C'est une journée qui était beaucoup, il y avait beaucoup de vent. Il y a un lancement à Sorel, là. Je ne sais pas comment il l'appelle plus. C'est payant. Il essaie d'obtenir, il y a quand même un bon gabarit, là, le type, là, mais il y avait de la misère. Il voulait aller lâcher le bal. Il a été plus gros, le gars. Encore avec des collègues. Oui. Je pense qu'il y avait dit qu'il n'est pas portable. Il y avait l'ordre de lâcher. Alors, on voit ici en action, bien sûr, la caméra Conef, là, comme je
disais, celle qui filme en dessous et au-dessus. C'est sûr que le ballon n'est pas tout le temps au-dessus. Une fois quand le ballon il est poigné dans un courant jet, la ligne de toutes les boîtes là, est à l'horizontale. On voit on a eu un petit pépin avec l'hydroélectricité avec toutes les années. C'est pas dans les années. On va le voir éclater, le ballon. On voit le ballon passer de temps en temps. Ah, là, il n'y a pas éclaté. Là, le ballon il est beaucoup plus loin. Alors, probablement que c'est un des fuseurs qui a été actionné. Le ballon, lui, il continue. Et la charge va. Image par image, à un moment donné, on voit le ballon bien petit. Il faut vraiment passer image par image. Parce que ça avance. Alors, ça, c'est la récupération, c'est sûr. Alors, c'est très rarement sans bottes ou sans équipements spéciaux pour aller récupérer. C'est rare que c'est dans un beau champ avec des. Ça est allumé. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Les canards. Jacques, ici, là, il y a 70 ans. Si un arbre de 70 pieds, ben, il grimpe dedans. Il y a des épaules d'Hydro-Québec, là. Moi aussi, j'en ai, mais moi, je les en donne pas. Lui, il monte à 70 pieds. C'est spécial. Ici, sa perche, là, c'est fait exprès, ça se développe quasiment jusqu'à 40. Ça se déroule jusqu'à pas loin, 38-40 pieds. Fait que rendu à 70 pieds, des fois, il faut qu'elle aille chercher dans l'arbre à côté, parce que c'est tellement. Dans une forêt, on peut pas. On figure qu'il est là, mais on ne voit pas. Fait qu'il faut monter. On est à mauvaise herbe, donc là, au moins avec la chose. Il y a 2 ans, on est arrivé dans une forêt, justement, tard l'automne. On cherchait, mais dans une forêt, on entendait le beaver, le petit piezo. Ça, c'est une partie importante aussi de la charge. Le petit buzzer qui est dessus. Là. Des fois, on ne voit pas on a beau avoir des boîtes de bonne couleur, mais on ne le voit pas. On l'entend. À un moment donné, on l'a aperçu, il est à peu près 60-65 pieds accroché. Alors, Jacques, il monte. Il est rendu en haut, il s'aperçoit qu'il n'est pas dans le bon ordre. Alors, ça fait partie des belles expériences. Excuse Serge. Je voudrais juste vous signaler que dans le cadre des expériences et des pertes qu'on a eues, on a déjà perdu un radioamateur sur les lieux d'une recherche. Oui. On l'a retrouvé. Une des expériences qu'on a eues aussi, là, quand on regarde la route qu'il y a là, Serge cherchait les terres poursuites du ballon et le ballon est tombé en plein milieu de la route. Alors, Serge a fait ça vite. Première fois de ma vie que ça arrive, le ballon est à peu près 100 pieds avant de moi. On le voit descendre les 25-30 à mes pieds. Là. On cherchait où? Il est tombé direct en plein centre. Non, c'est une route comme ça, il faut pas personne. Ah oui, ça t'arrête. Oui, pas ça. Oui, c'est ça. Donc, on avait continué à À l'autre côté.
Jacques Seigne, là, ça, je comprends. Oui. Ah, c'est lui qui monte, là? Oui, lui qui écrit, ouais. Ah, Alors, ça termine les petites vidéos et même la présentation est-ce qu'il y a des questions? Ou... c'est extraordinairement intéressant. S'il y en a qui veulent joindre le groupe BRAC, Michel vous invite. On va prendre vos comment tu appelles ça, vos 20 $. Puis, vous pouvez soit contribuer ou participer, venez avec nous autres. S'il y en a un ou deux qui aiment ça bricoler, on vous invite en paquet avec le groupe. On est bien ouvert à ça. Fait que, on vous remercie de votre accueil. L'autre chose, c'est que si vous devenez membre, vous recevez des emails à chaque fois qu'on fait un lancement et vous avez toutes les nouvelles quand on récupère le ballon, la façon de récupérer, une étude de ce qui s'est passé pendant l'envoi. Vous avez aussi un DVD, 2 DVD, c'est ça? Oui, 2 DVD. Un visuel avec à peu près 1 heure, plus qu'une heure, je pense que c'est 1h20 de visuel.